Du haut de ses 11 siècles, à 50 mètres au fond de la mer de Java, l'épave de Cirebon livre ses secrets à Marimont. Voilà, c'est bon. L'épave de Cirebon est exceptionnellement bien conservée et ça c'est évidemment un atout tout à fait remarquable pour l'étude historique non seulement de la cargaison mais aussi de la construction navale vers la fin du Xe siècle. En fait, cette épave gisait par 57 mètres de fond sur un sol marin plat, sans coraux. Donc elle ne s'est pas brisée, mais il y avait des courants, il y a toujours des courants assez forts qui ont permis aussi la formation d'un tumulus au-dessus de la cargaison de l'épave qui semble avoir coulé tout simplement à plat et ne s'être ouverte qu'avec le temps. Donc il n'y a sans doute pas eu de collision, il n'y a sans doute pas eu d'attaque, il y a simplement eu très vraisemblablement un bateau qui était trop chargé. L'épave elle-même faisait un peu plus de 20 mètres de long. Il s'agissait d'un bateau qui n'avait rien de chinois, qui était un bateau typique du sud-est asiatique ou de l'Indonésie, donc ce qu'on appelle un bateau de type austronésien. Le plateau que constitue la mer de Java, qui regorge de nombreux fonds et de courants et d'orages violents, tous ces éléments ont provoqué de nombreux naufrages. Et à l'époque, il y avait les comptoirs commerciaux qui étaient déjà établis et qui servaient de relais au transit des marchandises entre la Chine et les pays du Moyen-Orient et qui ont généré un commerce et des passages importants. Il est tout à fait exceptionnel du fait de sa cargaison, puisqu'on a quand même récupéré plus de 500 000 objets qui ont été recensés et catalogués. Objets qui sont assez précieux du fait de leur diversité, la qualité de la céramique chinoise, puisque la plupart des pièces sont de facture impériale, et également qui proviennent d'une période qui est très peu connue pour le moment, qui est la période de 5 dynasties, donc qui date du Xe siècle. A priori, toute cargaison interpelle toujours un archéologue à cause de son unité. C'est donc un ensemble d'une cargaison qui, à un moment donné, plonge dans le fond de la mer, garde son unité. Et donc ça veut dire que tout ce que l'on y trouve, et parfois des dizaines de milliers d'objets qui voyagent ensemble depuis les zones de production vers la clientèle, se retrouvent à un moment donné avec une périodisation qui est extrêmement courte. Là où l'archéologue de terrain, sur son chantier de terrain, patauge parfois avec des chronologies très larges, ici on a 10 000, 20 000, 50 000 pièces qui fonctionnent en même temps, qui ont été produites dans les mêmes cultures et qui ont été utilisées par les cultures à peu près en même temps. Et donc ça, c'est une aubaine immense pour un archéologue. On possède pour l'Extrême-Orient des cargaisons, mais beaucoup de cargaisons sont liées à la compagnie, aux compagnies orientales, et donc du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle. Ici, nous sommes au Xe siècle. Et là, on entre dans l'exception. Donc c'est vraiment un ensemble exceptionnel pour les scientifiques, exceptionnel pour tous les curieux d'art de l'Extrême-Orient. Les pièces que nous avons en dépôt à Marimont sont sorties d'Indonésie grâce
à ce que l'on appelle le permis d'enquête. Lors de la première plongée, les responsables de la fouille, les archéologues, vont avoir l'autorisation de sortir quelques objets pour étude et pour s'assurer que l'épave est bien, disons, ce qu'ils croyaient, et pour s'assurer aussi que l'investissement en temps et l'investissement financier qu'ils s'apprêtent à mettre pour réaliser la fouille vaut véritablement la peine. Et donc c'est déjà en 2004 que Marimont avait été contacté par Cosmix, donc par la société qui a fouillé cette épave. Et c'est donc en 2004 qu'on nous a demandé déjà notre avis sur quelques objets qui ont été ensuite laissés en dépôt au musée. Le reste de la cargaison, bien sûr, appartient de droit à l'État indonésien, puisque c'est une fouille qui a été effectuée dans les eaux territoriales, ou à tout le moins la zone économique exclusive de l'Indonésie. La société Cosmix a été créée en fait en 2004 spécialement pour cette épave, et on a employé pour cette opération-là pas moins de 75 personnes. On travaille actuellement sur des projets de fouille toujours en mer de Java pour le moment. Mais en fait, le noyau de la société, de l'équipe, travaille depuis maintenant 17 ans dans le domaine de la recherche sous-marine et a participé à de nombreuses fouilles, dont celle de la ville engloutie du port d'Alexandrie en Égypte, la recherche du bateau de Cortés dans les eaux cubaines, la fouille du navire Napoléon qui a coulé lors de la bataille d'Aboukir, et d'autres fouilles encore aux Philippines. Ce dont il est important de se souvenir, c'est que Marimont est tout de même connu depuis très longtemps par rapport à un passé, une maîtrise en matière d'archéologie, de fouilles, et surtout en fait, parce qu'une fois les fouilles terminées, il faut surtout évidemment retravailler, les étudier, publier, etc. Donc un travail aussi de publication, et donc un rôle qui remonte en fait depuis presque Raoul Warroquet, qui commence les premières fouilles, mais qui a été surtout mise en valeur par Germaine Feder et toute une série d'autres scientifiques. La philosophie de la société et des partenaires de la société aussi, c'était de faire une fouille en respectant l'éthique archéologique et de conserver toutes les données historiques, même malgré qu'on soit une société commerciale. Je crois que les deux sont tout à fait compatibles, et on l'a démontré avec cette opération. Donc on a cherché à avoir le support d'un musée qui est spécialisé dans ce type d'objet. Et bien naturellement, comme on est quand même 3 partenaires d'origine belge dans la société, on s'est tourné vers un musée belge. Et c'est comme ça qu'on a pris contact avec Madame Knopp, qui travaille encore toujours d'ailleurs pour le musée Marimont. Et on a passé des accords avec eux pour qu'eux prennent en charge tout le suivi scientifique de cette opération. Luc Emmans et les équipes qui ont travaillé sur les épaves d'Extrême-Orient sont venus chercher une aide scientifique et une méthodologie de façon à travailler. Et il faut reconnaître que de leur part, ce ne sont pas des professionnels de l'archéologie, mais plus des professionnels de la plongée. Mais il faut reconnaître qu'ils ont pris les précautions extrêmes pour travailler dans les meilleures conditions scientifiques. Ce qui fait que le scientifique aujourd'hui s'y retrouve totalement. Quand la société Cosmix a mené cette fouille, je crois qu'il y avait dans leur souhait une volonté de pérenniser le travail scientifique, en sachant que, bien sûr, malheureusement, heureusement, ça c'est à voir, l'ensemble de la fouille serait sans doute dispersé, c'est-à-dire le mobilier recueilli. Et donc il y avait un souhait qu'il y ait à un endroit, en fait, une possibilité justement de conserver cette cargaison, en quelque sorte, de manière plus numérique, plus virtuelle.
Le musée de Marimont était associé à la fouille depuis, je dirais, les premières semaines de fouille en 2004 et l'étude a déjà commencé partiellement à ce moment-là par l'analyse des échantillons que le directeur de la fouille, Luc Emmans, nous rapportait régulièrement. Ceci dit, nous ne savons absolument pas combien de temps nous allons encore travailler sur le sujet qui est tout à fait gigantesque. J'ai eu l'occasion effectivement de me rendre à Jakarta et de voir les objets arriver dans l'entrepôt, de voir les objets en cours de dessalement. Puisqu'après 1000 ans dans l'eau de mer, eh bien, ils sont gorgés de sel. Une fois sortis de l'eau, il y a toute une démarche et des précautions à prendre pour que les objets qui ont séjourné pendant 1000 ans, 1200 ans, mais on a aussi des objets qui ont séjourné depuis 3000 ans dans l'eau, puissent être conservés dans des conditions telles que l'archéologue puisse après les prendre en charge. Documenter, c'est toute une série d'opérations de relevé, et puis après vient l'analyse. Et donc la nécessité de se retourner vers, et ça c'était tout je dirais la chose très très positive évidemment de cette société Cosmix, à savoir de se retourner vers un partenaire belge et notamment un partenaire de la communauté française. Et c'est vrai que en ce qui concerne la communauté française, Marimont à ce niveau-là a tout de même, je pense, un savoir-faire et des compétences notamment en matière de recherche au niveau de l'Extrême-Orient qui sont tout à fait indéniables. J'avais un certain savoir-faire dans la méthodologie qui permet aujourd'hui, avec une sophistication technique parfois assez grande, d'approcher un chantier sous-marin dans les mêmes conditions de travail, de rigueur scientifique que sur un chantier terrestre. Et avec l'avantage, c'est que la plupart des chantiers sous-marins sont liés à des épaves, et que donc les contenus, les cargaisons ont une unité de culture qui est extrêmement rare ou rarement atteinte lorsqu'on fait une fouille sur Terre. Il y a eu bien sûr au sein du budget même du musée des crédits qui ont été octroyés pour dire voilà, voyons comment on peut développer les choses. Mais on est vraiment dans une logique de réseau et donc il est évident, et de gens qui travaillent beaucoup, et dont c'est en quelque sorte aussi la passion, et qui aiment communiquer cette passion. Nous sommes autorisés donc à exposer les pièces qui sont ici en dépôt, et si elles sont ici en dépôt, c'est, nous l'espérons, pour un long moment. Et elles sont ici afin d'être étudiées et d'être aussi mises à la disposition des chercheurs, puisque le restant de la cargaison est en Indonésie, est actuellement à Jakarta, eh bien, les chercheurs, qu'ils soient français ou d'autres nationalités qui ont des sites de fouilles et qui ont des partenariats avec éventuellement l'Indonésie, ont la possibilité de venir comparer le matériel que nous avons ici avec le matériel qu'eux-mêmes étudient. L'importance du dépôt des données de fouilles à Marimont assure que Marimont est le dernier endroit au monde où la cargaison peut être considérée comme un ensemble. De là, la question s'est posée de savoir ce qu'on allait en faire, et donc très vite est venue l'idée de faire un site internet dans lequel on allait non seulement donner accès à la cargaison, mais également discuter autour. C'est un site internet qui devrait intéresser et le grand public et le monde scientifique, donc avec deux volets, un volet, je dirais, diffusion, vulgarisation de l'information, et un côté beaucoup plus scientifique avec mise en ligne d'articles, forums de discussion, etc. Nous avons reçu plus de 40 000 photographies, un inventaire sous format Excel de plus de 250 000 entrées, après, je dirais, presque un an de travail, le temps qu'il a fallu pour reclasser les données, développer le site internet et étudier une partie de cette cargaison. On peut livrer les verseuses, ce qui représente à peu près 200-250 objets. Ça peut paraître très peu, mais vu la masse d'informations... Contexte, géographie. Marimont a investi depuis un certain nombre d'années au niveau de la numérisation et surtout en fait l'exploitation de cette numérisation via Internet pour mettre en ligne, pour envisager des bases de données qui soient communiquées
à destination de tous, notamment aussi bien sûr des chercheurs, mais aussi du grand public, pour justement remontrer, redonner le patrimoine en quelque sorte, puisque c'est un bien commun d'une certaine manière. L'une de ses vocations principales, de présenter ce projet au grand public par le biais de toute une série de photographies de la région, photographies des objets, également photographies sous-marines, de présenter également l'historique du projet en tant que tel et de présenter bien entendu à la fois les partenaires mais également les gens qui ont fouillé directement cette épave. Nous avons quand même, et heureusement, la totalité des données de la fouille, donc la totalité des dessins, la totalité des photos, des mesures très précises également qui ont été prises pendant la fouille. Nous avons le plan du navire lui-même et tout cela nous permet d'avancer dans cette étude. On apprend beaucoup sur ces objets, sur ces cultures, beaucoup sur l'être humain, sur les gens, les plongeurs qui ont effectué cette fouille, puisqu'avec ce dépôt de données de fouille, nous avons également toute une série d'extraits de la vie de tous les jours sur le bateau, donc il y a également une grande aventure humaine, même si on n'y a pas participé directement, on a quand même toutes ces informations très riches en émotions. Le but de ce site internet, c'est d'être évolutif. Il sera régulièrement mis à jour. Dès que nous avons terminé de travailler sur un lot d'objets, on le présente en ligne. Également mis à jour lorsqu'un chercheur partenaire viendra nous dire « Bon, eh bien voilà, j'ai terminé une étude par exemple sur les verseuses ». Et à partir de cela, on pourra non seulement présenter un texte pour le grand public, une sorte de vulgarisation scientifique pour rendre accessible ce lot d'objets, et ensuite, tant le chercheur que le grand public pourra, je dirais, naviguer dans la base. Alors, il y a parmi ces objets une pièce qui est tout à fait capitale pour nous et qui est cette belle boîte en grès vert avec un décor que vous pouvez peut-être difficilement distinguer puisque cette boîte a quand même passé un bon millier d'années dans l'eau à 57 mètres de profondeur. Mais il y a là un décor de dragon extrêmement fin, très précis. Et cette boîte fait partie des plus beaux objets qui ont été découverts à bord de cette épave de la fin du Xe siècle que nous avons la chance de pouvoir étudier à Marimont. Les pièces de cette sorte sont extrêmement intéressantes en elles-mêmes parce qu'elles témoignent en fait des meilleures productions des fours de la province de Zhejiang, qu'on appelle les fours de Yue. Et personne ne s'attendait réellement à trouver des pièces de cette qualité parmi une cargaison qui compte quand même à peu près 300-400 000 objets en céramique, dont certains sont simplement des pièces très, très courantes, très communes. Ici à Marimont, il y a bien entendu quelques pièces exceptionnelles comme cette belle boîte à décor de dragon, mais les archéologues se contentent généralement de fragments. Et nous avons toute une série de fragments, vous en voyez quelques-uns ici, fragments qui nous permettent quand même d'étudier le matériel selon qu'il est une glaçure verte ou blanche, selon qu'il est un décor en relief ou un décor gravé, comme c'est le cas ici, ou encore un décor légèrement incisé. Tout cela sont bien sûr des indices pour les archéologues, pour leur permettre d'identifier les fours, pour leur permettre aussi de dater les objets. Ici, c'est un fragment qui était en fait un poisson qui était lui-même une petite bouteille à parfum, vraisemblablement. Et
grâce à ces fragments, nous pouvons aussi faire un grand nombre d'analyses scientifiques, ce qui a été fait en collaboration avec l'Université de Liège il y a quelques années. Et donc ces analyses par la méthode que l'on appelle la méthode PIX a permis d'identifier les composants des vers et aussi de faire des propositions, d'émettre des hypothèses quant à l'origine de ces pièces et à leur lieu de fabrication. Donc tout cela nous permet évidemment d'avoir une idée plus précise des relations commerciales à la charnière entre le Xe et le XIe siècle. Nous n'avons pas ici toutes les compétences et tous les talents nécessaires pour étudier cela seuls. Et donc, nous faisons régulièrement appel à des collègues étrangers, notamment du CNRS en France. Après avoir passé 6 années ici à travailler et avoir eu très peu de reconnaissance justement, il y a un nouveau ministre qui a été mis en place au mois de décembre, qui s'appelle Monsieur Fadel Mohamed, et qui lui a enfin le travail qui avait été fait, qui nous a remercié au niveau du gouvernement indonésien. J'espère aussi qu'il entrera de même un jour au niveau de l'UNESCO, qui édite des conduites d'éthique et de rigueur scientifique au niveau archéologique sous-marine. Mais ça manque totalement de réalisme, étant donné qu'ils ne tiennent pas compte des réalités du terrain. L'UNESCO préconise la conservation in situ, ce qui n'est pas toujours possible, mais l'UNESCO insiste également sur l'obligation d'informer et de faire un transfert des compétences, ce qui a été fait puisqu'il s'agit vraiment d'une fouille scientifique, même si c'est une fouille privée. Personnellement, je pense qu'il serait souhaitable que tous ces fonctionnaires prennent le temps d'analyser un peu la situation des sites archéologiques. Ici, dans la région, en tous les cas, s'ils ne sont pas directement préservés, au travers d'une fouille comme celle qu'on vient de réaliser, elle sera perdue pour tout le monde, étant donné qu'elle sera pillée systématiquement par les pêcheurs locaux, et toutes les données historiques et archéologiques seront perdues définitivement. Le 5 mai dernier, la cargaison de l'épave a été mise aux enchères. 276 000 pièces en un seul lot. Malgré les nombreux musées amateurs, elle n'a pas trouvé acquéreur. Les exigences financières du gouvernement indonésien étaient excessives. Ce n'est que partie remise.